Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, parler de l'épuration n'est pas une chose facile. On a beaucoup écrit sur la libération en Alsace. On a très peu écrit sur l'épuration, qui est, à mes yeux, un peu la face cachée de la libération. L'un ne va pas sans l'autre. C'est bien là le problème. L'un est quelque chose, je dirais, d'acceptable, d'honorable, et l'autre, c'est le côté honteux. L'épuration, mon Dieu, faut-il en parler? Et quand on parle comme ça. Oh, si on enlevait un schwebelt. Le verbe schwebel est un verbe tout à fait particulier, puisqu'il n'a existé que de 1940 à 1945. Après, on n'en a plus parlé. Donc vous voyez, tout ceci fait que l'épuration n'est pas quelque chose de facile à traiter. Et c'est encore beaucoup moins facile lorsqu'il s'agit d'une personnalité comme Joseph Rosset. Alors on m'a demandé de parler un peu de l'épuration en général en Alsace. Je veux bien dire 2-3 mots, mais je voudrais aussi un petit peu centrer les choses sur ce qui vous préoccupe depuis ce matin, c'est-à-dire la personnalité de Joseph Rosset. L'épuration accompagne, ou s'accompagne plutôt, toujours d'un sentiment honteux. On a l'impression qu'il y a forcément une injustice lorsqu'on parle d'épuration. Et le sujet devient même, de ce point de vue-là, complètement tabou, parce que beaucoup de personnes ne veulent pas en parler. Il faut d'abord avoir à l'esprit, pour ce qui concerne l'Alsace, que l'ensemble des textes juridiques sur lesquels on se fonde pour l'épuration sont pratiquement tous, à une petite exception près, mais sont tous des textes qui ont été élaborés, promulgués, longtemps avant la libération de l'Alsace. Ce sont des textes qui remontent à 1943 ou tout au plus au début de 1944. C'est-à-dire à une époque où l'Alsace n'est pas occupée, mais où l'Alsace est encore toujours annexée. Et je crois que ça, c'est un premier point qui est fondamental pour comprendre l'épuration, parce que ça change complètement d'aspect par rapport à ce que vous pouvez voir à l'intérieur de la France. À l'intérieur de la France, vous avez en principe un pays occupé, du moins jusqu'en 1942. Après, c'est toute la France qui est occupée, à partir du 12 novembre 1942. Mais vous avez, durant cette période, une ligne blanche continue qui est très nette et qu'on n'oblige personne de franchir. Et que ceux qui la franchissent forcément librement, pour tirer des intérêts personnels ou autres. Lorsque vous êtes en pays occupé, c'est ça la règle. Lorsque vous êtes en pays annexé, la situation est différente. C'est-à-dire que l'autorité annexante considère que vous êtes et que vous devez être un loyal sujet. Donc, vous devez vous comporter, en l'occurrence, entre 40 et 44, comme un bon citoyen allemand. Et que si vous ne vous comportez pas comme tel, eh bien, automatiquement, vous êtes considéré comme un opposant. Et vous subissez, évidemment, la répression que l'on connaît bien du Troisième Reich. Vous voyez que ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'on exigera de vous un comportement loyal de citoyen. Il faudra donc vous engager
Vous ne pouvez pas faire autrement. Et tout le problème est de savoir jusqu'où on peut s'engager sans tomber sous le coup de l'épuration. Ce n'est pas aussi simple que cela. C'est beaucoup plus compliqué. Alors, j'ai rappelé tout ceci parce que ce sont les mêmes textes, mesdames et messieurs, et c'est ça le gros drame. Ce sont les mêmes textes qu'on va appliquer à l'occupation et à l'annexion. Alors que les attitudes ne sont pas les mêmes. Et encore aujourd'hui, nous avons un gros problème avec nos concitoyens français de l'intérieur parce qu'ils comprennent toujours rien à la situation de l'Alsace, étant donné que pour eux, c'est toujours un pays occupé et non pas un pays annexé. On leur a jamais parlé d'annexion. Et donc, on leur a jamais expliqué les conséquences et les différences que cela entraîne, forcément. Et pour cause. Je ne veux pas m'étendre longtemps là-dessus, mais comme la seule France pendant très longtemps et l'unique France qui a pu exister est la France de De Gaulle, il est évident que l'armistice du 25 juin n'existe pas, ne peut pas avoir de conséquences juridiques. Et si cet armistice n'a pas de conséquences juridiques, il n'y a pas d'annexion de fait, il n'y a rien. Donc vous êtes bien en pays occupé. Et pendant très longtemps, je referme là la parenthèse, je ne veux pas m'étendre davantage, mais pendant très longtemps, tous les auteurs qui ont écrit parlaient toujours de l'Alsace occupée, de l'occupation de l'Alsace, regardez Bob, etc., etc. On ne parlait pas de l'Alsace annexée, il ne fallait pas parler de l'annexion. Et pourtant, c'était ça, la réalité juridique. Et c'est sur cette réalité juridique qu'il faut se baser. Alors, il y a la théorie, mais il y a aussi la pratique. Et heureusement que les commissaires de la République qui ont été nommés, heureusement que les secrétaires de préfecture, à l'époque, je pense notamment au regretté Hirjut, qui ont été nommés, étaient de vrais Alsaciens, qui connaissaient parfaitement la situation de l'Alsace. Sinon, ça aurait été catastrophique, l'épuration. Parce que, je prends un exemple, rien que pour les membres du parti NSDAP, officiellement, on a retrouvé les cartes de 35 000. Il y a donc au moins 35 000 Alsaciens qui se sont retrouvés dans le parti nazi. Voilà ce que ça veut dire. Dites ça à quelqu'un à Limoges. Il le fusille tout de suite. Il ne faut même pas de procès, c'est le tribunal révolutionnaire là-bas qui décide. Ici, les pressions ont été telles, notamment en ce qui concerne les fonctionnaires, certains fonctionnaires, qu'ils ne pouvaient pas échapper. Tant et si bien que l'adhésion simple à la SA, pas au SS, mais à la SA, n'a pas été considérée comme un élément devant faire l'objet d'une épuration. Par contre, on a considéré qu'avoir un certain degré dans la hiérarchie des SA, être responsable de groupe, être Gauredner, être Kreisredner, etc., à partir ou Leiter, il est clair qu'à partir de ce moment-là, vous prenez des responsabilités, vous avez un engagement supérieur, et ce n'est plus simplement par la contrainte que vous arrivez à ce poste. Il y a un engagement volontaire. Et c'est là tout le problème. Parce que, en Alsace, pour l'épuration, il ne faut donc pas simplement se tenir aux actes, il faut aussi se tenir aux intentions. C'est une infraction qui est également intentionnelle. Qu'est-ce qu'on a voulu faire? Jusqu'où est-ce qu'on a voulu aller? Est-ce que la personne a librement consenti? Ou est-ce qu'il y a eu des contraintes, des pressions telles qu'il n'a pas pu y échapper? Voilà le fond du problème. Alors, il est évident qu'on ne résout pas
ces questions-là en 5 minutes. Et qu'il a fallu, pour faire fonctionner cette épuration, il a fallu faire de l'instruction. Il a fallu se documenter. Il a fallu rassembler des preuves. Et très souvent, ce ne sont que des présomptions de preuves. Ce ne sont que des débuts de preuves. Et ce ne sont que des témoignages. Et parfois, vous avez des témoignages qui sont contradictoires. Alors, pour faire bref, vous avez différents cas de figure. Il y a les deux extrêmes qui sont très faciles à juger. Celui qui a tout refusé des Allemands, qui s'est retrouvé à Schirmeck, qui éventuellement a été déporté, il n'y a pas de problème, il ne passera pas par l'épuration. Celui qui d'emblée, dès 40, a applaudi des deux mains, a considéré que die große Wende ist gekommen, vous savez, le grand tournant est enfin arrivé, et que les Français, pendant des décennies, n'ont pas su comprendre quelles étaient mes qualités, et que maintenant, c'est mon heure, maintenant, nous allons diriger. Bien, celui qui a collaboré de 40 à 44, aucun problème, s'il tombe bien sous le coup de l'épuration. Bon, la grosse difficulté, c'est les intermédiaires, les gars qui sont entre les deux. Alors, vous avez deux types de personnages. Vous en avez qui, d'emblée, ont porté, je dirais, de l'eau sur les deux épaules, comme on dit chez nous. Pas de Oxle 180. Et qui se sont dit, bon, ben, quelle que soit la situation à la fin, j'aurai toujours des arguments à faire valoir pour m'en sortir. Et puis, il y a ceux qui, au départ, pour des raisons X ou Y, parfois même aussi par des sentiments religieux, tout à fait au début, se sont rapprochés des Allemands. Se sont rapprochés, pas de n'importe quel Allemand, des Allemands nazis. Faut bien le dire, parce qu'ils ont cru aussi au départ que c'était les mêmes qu'en 1870. C'était plus du tout les mêmes. Ils s'en sont rendus compte très vite. Et ensuite, quand ils se sont rendus compte qu'il y a eu Stalingrad, ça pourrait changer. Peut-être que der Endsieg n'est pas assuré. Et que si la victoire finale n'est pas assurée, bah, il faudrait que je me l'assure. Donc, je prends des assurances. Je tourne kazakh, tout doucement, tout lentement. Et je prends contact avec les bons Français. Je signe avec les bons Français. Je me déclare même résistant. Et ceux-là, évidemment, en 44-45, seront les plus difficiles à juger. Parce que les actes commis en 40 et 41, est-ce que les autres actes du même personnage commis en 43 ou 44 les effacent? C'est pas aussi simple que cela. Et c'est la raison pour laquelle également les juges ont eu un travail extrêmement difficile à mener. Il fallait instruire à charge et à décharge. Il fallait instruire des deux côtés et peser le pour et le contre. Alors je voudrais également insister sur un autre point. C'est que si vous avez des collaborateurs à l'intérieur, des collabos, comme ils disent, à l'intérieur de la France, en Alsace, vous n'avez pas de collabos. Le collabo n'existe pas. Ce sont des ralliés au régime. Des ralliés au régime hitlérien, c'est tout à fait différent. C'est pas de la collaboration parce qu'on n'est pas occupé, on est annexé. Donc c'est ceux qui reconnaissent officiellement que l'Allemagne doit être allemande et que le national-socialisme, la germanisation, la nazification, elle doit s'établir dans la plaine. Donc vous voyez que là aussi, il y a une différence, pas simplement de vocabulaire, mais d'état d'esprit.
le collabo reste français. Le rallié au régime se considère comme allemand. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et ça, il faut le découvrir. Ça, il faut le cerner. Au départ, vous avez plusieurs phases. Je ne sais plus combien de temps je dispose. Parce que moi, 7-8 minutes. Ah d'accord, donc je vais accélérer. Donc, au départ, vous avez une arrestation administrative. Alors ça, il faut en être conscient aussi. Ça se déclenche très très vite. L'internement administratif est proclamé à Strasbourg dès le lendemain de la libération de la ville. Leclerc arrive le 23, le 24, toute la ville est couverte de pancartes, tous les étrangers doivent se déclarer à la mairie, ou aux mairies annexes, ou au poste de police militaire, et puis, en même temps, on commence à dire, il y a celui-ci, il y a celui-là, l'autre il est là également, le Blockleiter se promène encore, le Zellleiter également, il est caché à tel et tel endroit, on le sait, donc on va les chercher. Et vous avez à partir de ce moment-là des arrestations massives. Massives. Les dossiers sont vides, il n'y a rien, mais les arrestations sont massives. Vous allez avoir libération de Strasbourg et tout le Bas-Rhin n'est pas libéré. Le Haut-Rhin de loin pas. Hein, j'ai pas besoin de vous faire un dessin avec la poche de Colmar. Mais vous allez avoir dès la fin décembre, vous allez avoir 2000 internés au Struthof et 2000 à Schirmeck. Et ça ne suffira pas, il faudra encore ouvrir des camps supplémentaires. À la Menno, à la Gallia, etc., etc. Fin janvier 45. Si j'additionne le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, on est à plus de 8000 internés. Il y en a un peu moins dans le Haut-Rhin. Parce que c'est pas encore tout à fait la libération de Colmar et qu'on n'a pas encore eu le temps d'arrêter tout le monde. Alors beaucoup le déplorent. Parce que les dossiers sont vides. Moi, je trouve que malgré tout, ça a quand même un énorme avantage. L'énorme avantage, c'est que on a évité la justice sommaire. On a évité la justice au coin du bois. Vous avez des départements français où il y a 1000 jusqu'à 1500 personnes qui se font fusiller sans jugement. Sans jugement. J'ai longtemps travaillé à la question. Officiellement, dans les archives de la préfecture, dans le Bas-Rhin et dans le Haut-Rhin, on vous dit qu'il n'y en a pas eu. 0. Moi, je peux vous dire qu'au total, il y en a au moins, j'en ai répertorié une 50aine, et je pense qu'il y en a quand même encore un peu plus. Il y a peut-être sur l'ensemble des 2 départements, peut-être le double, peut-être une centaine. Mais de toute évidence, on est loin des chiffres du Gers, du Lot-et-Garonne, vous voyez, de ces régions du Sud. Et ça, je trouve que c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner, qui est remarquable, et on a évité, de ce point de vue-là, on a évité le pire. On a évité le pire. Alors, cet internement administratif, c'est juste pour éviter qu'au premier choc, les suspects ne se retrouvent entre ceux qui se pensent avoir été dénoncés par eux. Parce qu'on pense toujours qu'on est dénoncé par X, Y ou Z. Quand on regarde les dossiers, les gens auraient des surprises. Parce que très souvent, c'est dans la même famille. Hein. C'est pas le voisin, c'est la famille. Mais je referme là aussi une parenthèse. Cette phase va se terminer en 1946. On va arrêter les internements, et puis bon, on va faire le tri. Il y aura des commissions de triage que le préfet va pouvoir mettre en place progressivement.
pour voir ceux qui ont un dossier qui se remplit et ceux qui ont un dossier qui reste éternellement vide. Alors ceux-là, on les renvoie. Et puis il y a l'épuration, la deuxième phase qui est enclenchée, c'est l'épuration professionnelle. Pour exercer une profession, il fallait ne pas avoir rallié le régime nazi. J'en passe et des meilleurs, parce que pour Rosset, c'est évidemment l'interdiction de publier. Et puis, on a, pour les plus graves, les cas les plus graves, vous avez donc la phase judiciaire. Alors, autant vous n'avez pas de garantie pour la première phase, pour l'internement, ni pour la seconde, pour l'épuration professionnelle, autant pour le judiciaire, vous avez toutes les garanties. Il y a des magistrats qui sont des magistrats formés, il y a des avocats, il y a des dossiers, tout est complet, il y a une instruction. Et je peux vous dire que je n'ai pas vu un dossier où on peut dire il n'y a rien. On peut dire oui, ils ont été sévères. On peut dire oui, ils ont eu la main lourde. Mais on ne peut pas dire ils ont inventé des choses. Et je pense que, honnêtement, je vais peut-être vous surprendre, mesdames et messieurs, je pense que, honnêtement, pour Rosset, c'est exactement pareil. Rosset, lorsque je regarde son dossier, il y a quand même un certain nombre d'éléments. D'abord, il y a 3 discours de propagande qu'il a fait, notamment à Mulhouse. Et puis, mais ça, je veux bien encore lui pardonner, parce que... On en a parlé ce matin. Oui, parce que c'est les Nancéens, parce que il sort de prison, etc. Mais ensuite, il y a des publications aussi. Il a quand même signé quelques articles très haineux vis-à-vis de la France. Il est entré dans le parti. Oui, d'autres aussi, comme je vous l'ai dit, ça on ne peut pas lui en tenir compte parce que c'est évident. Il a pris la nationalité allemande, ça c'est déjà un peu plus gênant. Et puis, il a été conseiller municipal de Colmar, donc il a accepté quand même des offres faites par les Allemands. Il a été citoyen d'honneur également de la Reichsuniversität de Strasbourg, ce qui n'est pas rien non plus. Il a été nommé directeur des assurances, direct du bureau central, donc pour la spoliation de toutes les assurances françaises. Et j'en sais quelque chose, parce que j'ai fait ma thèse là-dessus. Je pourrais vous en parler en long et en large. Ça n'a jamais été indemnisé. Et il y a encore aujourd'hui des agents d'assurance et qui n'ont jamais touché un copec et qui ont tout perdu dans cette histoire. Et puis je voudrais ajouter aussi le voyage à Berlin. Il a fait la tournée des ministères. Et il a participé à, à la recherche de l'indemnisation de ses collègues nancéens internés. C'est d'ailleurs un peu bizarre puisqu'il y était lui-même. Donc il a jugé son propre dossier sur l'indemnisation. Et puis il y a Alsacia, avec quelques publications, comme je vous l'ai déjà dit, qui sont pour le moins tendancieux. 7. Oui, 7. 7, c'est 7, c'est pas 1, c'est pas 0, cher monsieur, c'est pas 0. Ouais. Donc vous voyez, il y a quand même quelque chose, Alors, ce qui est curieux, je vous l'accorde, pour ma part, c'est que logiquement, la Cour de justice qui aurait été compétente est celle de Colmar, puisqu'il était colmarien. On a préféré l'envoyer à Nancy. Ça pose un problème. Ça peut être un avantage comme un inconvénient. Nancy, c'est un secteur qui n'a pas été annexé. Ils ne savent pas ce que c'est. Donc ça, c'est l'inconvénient. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de pression qui peut être exercée sur les juges. Et les juges travaillent davantage en indépendance. Et que vous ne risquez peut-être pas non plus à Nancy des émeutes ou des manifestations d'ordre public, comme on aurait pu le craindre à Colmar. Ensuite, le fait qu'on l'ait envoyé à Pithiviers, ça, honnêtement, je ne comprends pas. Ça, c'est pas logique de l'interner à Pithiviers pour l'instruction. C'est quand même très très loin de ses bases.
ça pose problème. Là, ce que je voudrais dire, et je terminerai là-dessus pour ne pas dépasser trop longtemps mon temps de parole, c'est que Rosset a été certainement, à mes yeux, sévèrement condamné. Il a été sévèrement condamné parce qu'il était autonomiste. Et que tous les autonomistes ont été maltraités de ce point de vue-là par la justice française entre 45 et 48, parce que 47-48, c'est la fin pratiquement de l'épuration, du moins en Alsace. Et l'idée était d'éradiquer l'autonomisme d'un côté, et de l'autre côté, de désigner l'autonomisme comme étant le bouc émissaire de la défaite française, notamment vis-à-vis de l'attitude des Alsaciens. Si l'Alsace a été abandonnée, c'est à cause des autonomistes, pas à cause de la France. La France n'a rien abandonné. Ils n'ont pas voulu accepter cette idée-là. Mais c'est la faute aux autonomistes. Donc, il faut faire payer les autonomistes. Et je pense, parce qu'il il était intervenu pour dans un certain nombre de procès de condamnation à mort opérés par les Allemands, il a obtenu des grâces, des exécutions au moins différées jusqu'à la fin de la guerre, etc., etc. On aurait quand même pu davantage tenir compte des éléments positifs dans son dossier que des éléments négatifs. Et 15 ans, honnêtement, je pense que c'est lourd. Alors, c'est difficile de dire davantage. Pourquoi ? Parce que les cours de justice, qui sont des juridictions d'exception mises en place spécialement pour l'épuration, sont calqués à ce moment-là sur les cours d'assises. Et les cours d'assises, jusqu'à un passé tout à fait récent, jugeaient sans motivation. Ils ne motivaient pas leur jugement. C'est par conviction, par intime conviction. Donc vous n'avez pas les éléments clés dans le jugement qui ont fait basculer la balance. Ça n'apparaît pas. Et donc c'est très très difficile de dire quelle était véritablement la cause. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette affaire du procès Rosset.